En fait, voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que la femme était l'avenir de l'homme, donc on l'a mis sur le mode de l'interrogation pour que chacun puisse, à sa façon, interpréter cette question. Donc elle est prétexte à débat, cette question, et on trouvait intéressant de le présenter justement dans le cadre de la Journée internationale de la femme, toujours. Voilà, pour que c'était une question finalement qui est d'actualité, enfin toujours en fait, qui aussi intéresse fortement la psychanalyse. Donc je vais commencer par introduire le débat. Après, je passerai la parole peut-être à Thierry qui nous a préparé quelque chose sur le bovarisme. Madame Bovary. Madame Bovary, pardon. Après, peut-être Yvan pourra dire quelque chose, et Joe aussi sur. Voilà. Moi, c'était juste, je vais peut-être être, comment dire, finalement, mon approche la plus féministe, mais il faut bien. Enfin, féministe dans le sens, voilà. Donc, ce que j'avais commencé par. Enfin, ce dont je voulais parler, c'était plus ce qu'on appelle le post-féminisme, parce que je sens que le féminisme, bon, révolte, révolution, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est une révolte, une révolution, et les différentes modélisations? Donc, je pense que par rapport au féminisme première vague, enfin, qu'on a connu dans les années 50, c'était surtout la question du droit des femmes qui était réellement, à l'œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, le féminisme se pose dans des questions, dans des termes qui sont radicalement différents, en fait, du féminisme des années 50, même si, dans le droit, bien sûr, un certain nombre de choses ont été obtenues, en fait, pour lesquelles d'ailleurs il faut continuer à se battre, et les acquis sociaux ne sont jamais complètement acquis. Mais je pense que là, on assiste plutôt à une vraie rupture, à une vraie révolution épistémologique dans le post-féminisme. Et donc c'était plutôt sur les termes, finalement, de qu'est-ce que c'est, que veulent-elles aujourd'hui, en fait, finalement, pourrait-on dire, si, dans la mesure où elles ont quand même obtenu, on va dire, une certaine égalité au niveau de la loi, au niveau des droits et même des salaires, même si à salaire égal, les femmes, je crois, gagnent en moyenne, enfin c'est une statistique que j'ai vue, 34% en moins. 22, et ça, 22, 34, oui. Ça serait dû, ça serait dû. Oui. Ouais, Enfin, mais après, on peut affiner les chiffres, mais c'est vrai que statistiquement, c'est entre 18 et 22. Oui, c'est ça. D'accord. Donc évidemment, bon, ça c'est dans nos sociétés occidentales. Et effectivement, voilà. Bien sûr, à l'échelle planétaire, on est loin du compte et on est quand même très privilégié. Oui, de la France, oui, je disais bien, le 18-22%, c'est, ou 34 selon les statistiques, c'est en France en fait. Et donc la question, c'est un peu les nouveaux enjeux de ce qu'on appelle le post-féminisme, en fait, puisque finalement les revendications, elles les ont eues, à savoir le droit de vote, l'avortement, tous les aménagements, les lois, la protection de l'enfance, en fait, il y a quelque chose qui a été accompli. Et pourtant, ça continue. Donc c'est pour ça que je me disais révolte, révolution, qu'est-ce qui est en jeu, que veulent-elles aujourd'hui, peut-on se demander dans le... Donc, et là-dessus, en revenant sur la femme était l'avenir de l'homme, enfin, ce que je voulais montrer aussi, c'est à quel point déjà cette phrase, la femme, ça c'est encore le mythe de l'éternel féminin, donc là, quand on dirait la femme n'existait pas, il n'y a pas de la femme, qu'est-ce que c'est encore une définition, sur qu'est-ce que c'est... il y a des femmes, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se manifeste, justement, du pluriel des femmes, en fait. Il n'y a pas tant de communautés de femmes que ça, mais c'est aller penser plutôt sur des femmes peuvent prendre le pouvoir et changer l'avenir de l'homme. Donc c'est plus sur ce mode-là que la relation, enfin, que la phrase serait interprétée. Et puis surtout, évidemment, on ne peut pas penser le féminisme sans le patriarcat, qui est quand même un système qui s'est imposé enfin, de façon anthropologique, c'est voilà, depuis des millénaires, et que l'histoire du féminisme, finalement, c'est très très peu dans l'histoire. Enfin, que ça, c'est quand même voilà, assez récent, on a l'impression que... Et ça va très vite en même temps, c'est ça qui est incroyable. Et là-dedans, donc, je trouvais, bon, sur la définition je pense que du patriarcat, effectivement, qui est basé sur le contrôle du corps de la femme, en fait, je me disais que c'est pas uniquement au niveau du corps que ça joue, c'est aussi au niveau de la pensée. Et je me suis interrogée sur les lacaniennes féministes, que j'ai, voilà, et je trouvais que leur critique était assez intéressante, notamment si on regarde sur comment sortir finalement
la dichotomie MeToo, des mouvements wokistes, ou voilà, qui font un peu symptôme sur voilà, les minorités qui prennent le pouvoir, enfin tout ce discours qu'on entend en fait, et que je trouve assez, qui reste encore assez dualiste en fait, en inversant finalement les polarités, et voilà, qui est un peu ce qui fait symptôme. Moi je dirais plus que toute cette idéologie wokiste, c'est ce qui fait symptôme d'un malaise dans la civilisation, et qui a peut-être donc c'est une mauvaise réponse à un vrai problème, qui a peut-être une autre façon de le penser. Et je me suis dit, mais tiens, qui allait voir, et c'est, enfin, voilà, mon regard s'est porté sur notamment Lucie Rigari qui dit cette phrase que pour montrer que ce qu'elle demande, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est le primat du phallus, c'est de penser le féminin autrement que par rapport au phallus, en fait. Donc ça, par rapport au primat du phallus. Donc ça, c'est toute une critique qui a été exercée et que je trouve assez intéressante par rapport notamment à toute la pensée freudienne et lacanienne, à savoir quand on voit les terminologies, bon, le pouce à la femme, le pétophallique, enfin voilà, ce qui est quand même aussi une terminologie qui est aussi extrêmement genrée, on va dire. Et bon, moi, il y a une autre façon peut-être aussi, et c'est assez intéressant de le voir comme ça. Moi, j'avais une prof qui travaillait sur la question du genre et qui était lacanienne, qui disait qu'à chaque fois, systématiquement, on remplaçait le pétophallique par le symbolique, en fait. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi emprunter finalement des termes qui sont éminemment genrés pour définir des choses qui ne devraient pas l'être? C'est comme le nom du père. On a extrêmement, vu la société dans laquelle on va, on a beaucoup de mal. Le nom du père, c'est un concept qui est plus opératoire. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont dans ces critiques, qui sont adressées à la psychanalyse, qui sont assez justes et assez intéressantes. Donc, Lucie Irigaray dit comment parler pour sortir de leur cloisonnement, de leur quadrillage, de leur distinction, de leurs oppositions, nous désenchaîner de ces termes, nous libérer de leurs catégories, nous dépouiller de leurs noms, nous dégager vivantes de leur conception. Sous le règne du patriarcat, ce n'est pas la femme qui a inventé elle-même les symboles dont on se sert pour la décrire. Ce qui est assez juste, en fait, là-dedans. Autre chose, c'est comme le primat du phallus. Vous regardez, la psychanalyse pensée par une femme, la psychanalyse de Mélanie Klein, par exemple, non, c'est basé sur l'envie du sein et pas l'envie du pénis. Enfin, et quand même, c'est pas du tout la même conceptualisation qui a été faite, qui a été pensée par une femme. Le sexe féminin pensé par un cerveau masculin, ça aboutit pas aux mêmes choses. Et moi, je trouve très intéressante aussi Antoinette Fouque quand elle explique finalement le patriarcat par l'envie d'utérus, en fait. Donc là, Freud nous a martelé avec le pénis nine, mais en fait, fondamentalement, au fond, pourquoi l'aliénation et la maîtrise du corps féminin est à la base, c'est parce qu'il y a cette envie d'utérus, en fait. Et qu'est-ce que les hommes veulent contrôler et envie, finalement, aux femmes, c'est leur pouvoir de procréer et leur pulsion créatrice et leur pulsion de vie, en fait. Et c'est ce qui leur manque. Et c'est comme ça, et je trouve que cette explication est éminemment pertinente et juste, et qu'il y a aussi des femmes qui ont été critiques à l'égard de la psychanalyste et qui essaient de faire avancer les choses, et que je trouvais que c'était une piste intéressante, notamment sur ce qu'il y a aussi à repenser autrement du féminin. Je me suis aussi intéressée à le manifeste cyborg de Donna Haraway, en fait. Le manifeste cyborg de Donna Haraway, en fait. Et alors, donc pour elle, la question, finalement, qui revient maintenant, c'est comment désessentialiser, voilà, la question du féminin, j'y arrive, de sortir des dualismes binaires, on voit ça, la question du genre masculin, féminin, et qui a peut-être aussi, enfin c'est une façon de désenclaver la problème, et de déplacer et de déterritorialiser la question. Je vais y arriver, voilà. Et donc, et surtout les problématiques identitaires, en fait, voilà, à chaque fois, c'est toujours en termes d'identité. Donc elle propose le concept d'affinité. Donc réfléchir plutôt que l'identité, qui est quand même un concept assez figé, l'affinité est quand même quelque chose de beaucoup plus mouvant, et il y a beaucoup plus de fluidité. Donc des communautés, enfin qui se regrouperaient par affinité, en fait. Donc elle, c'est plutôt une approche dans un cyberféminisme qui n'est pas du tout sur le naturalisme masculin, féminin, enfin, qu'on a prôné depuis des années, en fait. Donc, et c'est l'idée, en fait, que je trouve assez intéressante, c'est finalement de le penser par rapport à la machine. Donc le tiers, en fait, c'est l'homme-machine, la femme-machine. C'est plus le lien à la machine qui fait aussi partie et qui fait construire notre identité, en fait. Enfin, c'est... Comment dire ?
enfin machine dans le sens de l'hybridation en fait. On va de plus en plus vers l'homme augmenté, vers voilà, vers le cyborg, c'est ça. Donc ça désamorce la question du masculin-féminin en fait. C'est le rapport à qui va déterminer la forme que ça prend en fait. Et que dans cette transformation, enfin c'est comme si vous avez vu dans les années 70 la femme bionique, c'était déjà la femme machine. Enfin elle n'est plus ni homme ni femme, il y a quelque chose qui est désamorcé de ce clivage en fait par justement le tiers. Qui devient la machine, c'est notre capacité finalement à faire avec mais ça le cyber. Ouais. Ça désexualise. Ça déplace la question. Ça désexualise, ça déplace la question de désexualiser. Non, en fait, mais il est pensé autrement le sexe. C'est pas je pense pas que ce soit de. Enfin. Non, on peut avoir des critiques à l'égard de la pensée de Donna Haraway, bien sûr, mais c'est plus, comment dire, ce qu'elle dit aussi, c'est pas une communauté de femmes, ce sont des enfin, c'est plutôt à penser au pluriel, en fait, dans les singularités, en fait. Donc comment retrouver sa propre singularité d'être humain sans se déterminer par le clivage homme-femme, en fait. Ça, c'est vraiment le mouvement vers quoi on tend à aller. Oui. Actuellement, c'est vraiment... Voilà. Et elle prend elle prend l'hybridation avec la machine, en fait, en disant que ça, c'est un nouveau paradigme, en fait, et quand on réfléchit finalement à ce qui va se produire, enfin, peut-être que, effectivement, je pense que ça sera un vieux conflit, en fait, que l'idée homme-femme, ça sera plutôt augmenté ou pas augmenté, la question vraiment qui se posera, enfin, dans le futur. Non mais... Augmenter quoi? Augmenter, c'est-à-dire... Mais oui, notre capacité... Notre capacité de... Voilà, enfin, c'est des Frankenstein, c'est la monstruosité. Enfin, c'est une recherche vers le phallus, quand même. Non, vers la monstruosité, vers l'hybridation et la monstruosité. Enfin, on va passer la parole à Thierry. Avant de commencer, déjà bonjour à tout le monde. Et merci hommes et femmes. Et merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Aujourd'hui, je voulais commencer avant d'introduire mon propos par des remerciements. Je voulais d'abord remercier Delia de nous accueillir. D'accueillir notre jeune association qui s'appelle Essaim Freudien, une toute jeune association. Essaim Freudien. Voilà, une toute jeune association. Comme un essaim. Comme un essaim ou S1, signifiant maître aussi. Enfin, comment Essaim, pas l'essaim. Essaim Freudien. Je voulais aussi remercier Anouchka d'avoir aussi organisé, d'être aussi un peu à l'origine de ce débat, de la rencontre, voilà, donc qui nous a beaucoup, qui est membre, qui est vice-président de l'association et qui voilà, qui a fait qu'aujourd'hui un tel événement puisse s'organiser. Et donc, je vais essayer d'interroger un petit peu la place de la femme dans la psychanalyse, en m'appuyant sur, pas n'importe quel livre, sur Madame Bovary. Alors, le psychanalyste. Le psychanalyste, c'est la première personne au monde à écouter non pas tant ce que les autres ont à dire, même s'ils écoutent, mais ce qu'il a à dire lui-même. Et il y attache d'ailleurs beaucoup d'importance à ce qu'il a à dire. Et notamment, enfin, j'entends parfois autour de moi certaines personnes, et parfois même certains psychanalystes, dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ce qui est quand même inquiétant quand on se met à dire ça. Et notamment quand il s'agit de traiter une question qui est la question de la femme. Parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on aborde cette question-là, ce sujet-là. Et la question en fait que je pose aujourd'hui, donc en m'appuyant donc sur Madame Bovary, est-ce que Madame Bovary est une figure de femme? Cette question de figure de femme pour moi est au cœur, est une question qui est au cœur de la psychanalyse.
que quand on passe de Freud à Lacan, on n'a pas du tout la même vision. De Freud à Lacan, on passe d'un continent noir à la femme n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire la même chose. On passe du réel de la différence des sexes, différence absolue, à il n'y a pas de rapport sexuel. On passe du roc de la castration au roc de la jouissance. De Freud à Lacan, si vous voulez, il y a une espèce de retournement, de renversement, justement sur cette question-là, épineuse. Et je vais essayer donc d'éclaircir, d'interpréter, de travailler cette question, justement en m'appuyant sur ce chef-d'œuvre qui est, je pense que tout le monde a lu ici, sur Madame Bovary. Le pauvre Flaubert. Flaubert accusé d'outrage à la morale publique. Non pas tant d'avoir exposé un adultère, mais d'avoir eu, d'abord, comment ? Femme. Et justement, j'y viens, mais d'avoir osé, je dirais même d'avoir eu l'outrecuidance de prendre une femme comme héros romanesque, romantique, d'avoir osé, le pauvre Flaubert, d'avoir osé subvertir la norme mâle. Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. C'est moi. Il disait cela. Au sens où, en fait, c'est Flaubert qui fait la dame dans cette histoire. Emma. Ce qui la tue, Emma, c'est de ne plus pouvoir aimer. D'une malheureuse, de ne pouvoir plus conjuguer aimer qu'au passé, au passé simple. En fait, le désir de Madame Bovary est un désir impossible. Elle va buter sur une impasse symbolique, c'est monsieur. Madame, surtout à cette époque-là, ne pourra jamais devenir monsieur. C'est le roc de la castration. Et ce qu'elle va... Enfin, parce que ça se termine mal, hein. Enfin, vous connaissez tous l'histoire. C'est qu'elle ne va pas transiger sur ce désir-là. Elle ne renoncera pas. Et sa seule issue possible, c'est le suicide. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe quel suicide. Elle va prendre un poison purgatif qui va lui faire vomir toute cette encre bilieuse, toutes ces belles histoires, toute cette littérature à l'eau de rose qu'elle a avalée pendant toute son enfance. Elle a avalé, je dirais presque à l'insu de son plein gré, cette littérature-là. Elle n'a pas eu d'autre choix que de régurgiter, en fait, tel le bébé de son bon lait maternel. Hein.
En fait, pour incarner une figure de femme, Madame Bovary doit régurgiter la mère. Ce foutu utérus, ce foutu, je permets de dire ça, ce foutu hystérique que la bonne société bourgeoise de l'époque, mais qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, tentait de lui faire avaler. On peut en discuter. Alors la question, donc, est-ce que c'est une figure de femme, Madame Bovary? Pour incarner une figure de femme, Madame Bovary doit prendre des habits d'homme, de ces héros romantiques issus de ces livres de chevet. Alors, est-ce qu'on est plutôt Julien Sorel ou Edmond Dantès, ces héros romantiques du 19e. Hein. Elle n'a pas d'autre choix que de prendre des habits d'homme pour pouvoir incarner cette figure de femme. Et elle va la chercher, cette figure-là, d'ailleurs, pendant toute sa vie, jusqu'au suicide. Sa seule issue. D'ailleurs, il y a une illustration assez amusante de ça, un livre, un film américain que vous avez certainement, de cette métamorphose ratée. Je ne sais pas si vous avez vu ce film pour moi qui est un chef-d'œuvre, mais on peut toujours en discuter, de Blake Edwards, qui est Victor Victoria. Une femme qui prend les habits d'homme pour jouer un rôle de femme. Hein, qu'elle n'avait pas le choix d'ailleurs dans le film, puisque pour pouvoir gagner sa vie, il fallait qu'elle se travestisse. Eh oui. Et donc dans cette bonne société bourgeoise d'hier, mais j'ai réussi un peu aujourd'hui, parce que moi je dis toujours, mais on peut toujours en discuter, rien de neuf sous le soleil. Hein. Malgré tout ce qu'on peut dire, mais l'idée c'est d'en débattre. Hein. La bonne société bourgeoise, je dirais, n'a rien d'autre à lui proposer, si ce n'est la figure de la mère ou de la putain. Hein. Et la question que je me suis posée, et peut-être que l'idée c'est d'en discuter, hein, c'est que si Madame Bovary avait rencontré la psychanalyse, c'est un personnage imaginaire, mais rêvons un peu. Qu'est-ce qu'elle aurait pu lui apporter la psychanalyse à Madame Bovary? Je pense qu'elle aurait, si elle avait croisé la psychanalyse sur son chemin, elle l'aurait peut-être aidé à devenir, à sublimer en fait, à devenir, je dirais, un bel homme. Alors, attendez, je vais expliquer. Là, tu restes encore homme-femme, très genré. On fait un procès. Alors, allez-y. Ouais. Procès de sorcière, t'as raison. D'être entendu sur son féminin. Aussi. Mais je dirais que la psychanalyse aurait pu l'aider justement à incarner le bel homme sans être obligé de se déguiser, de se travestir. Je termine. Et après, vous allez pouvoir tout contester. Sans avoir besoin de se déguiser, de se travestir, de passer justement par la mascarade hystérique. Voilà, de l'aider justement à être le bel homme qu'elle désire. C'est Madame Bovary. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'est court, mais... Alors, on va enchaîner, peut-être maintenant, s'il n'y a plus de questions, sur Yvan, qui va nous parler, justement, du cas Schreiber, en fait. Et généralement, du pouce à la femme. Voilà, dans la problématique du transsexualisme. Ouais, il y a, on peut dire, dysphorie de genre, transsexualisme. Maintenant, la mode, il y a une prolifération de la dysphorie de genre. Comme ça, c'est une... Voilà. Et en gros, je voudrais, si je veux résumer d'un trait, voilà, l'énoncé « la femme est l'avenir de l'homme » est un énoncé psychotique. Voilà.
C'est peut-être un peu outré, mais on peut dire ça. Je vais essayer, alors, évidemment, comme tu l'as dit, ça part de Schreber, ce martyr de la psychanalyse, au sens de témoin, il a donné un témoignage extraordinaire, et dont Freud a fait un de ses 5 cas princeps. Est-ce que je rappelle Schreber ou est-ce que c'est... Je peux rappeler... Oui, j'imagine que tout le monde connaît le cas du président Schreber. À grand entrée, comme, en louche comme ça. Il a été nommé président de la cour d'appel, et c'est là qu'il décompense. Comment? Non. Délire pour les gens. Oui. Avec cette phrase qui s'impose à lui, ce doit être une chose singulièrement belle que d'être une femme en train de subir l'accouplement. Là, sensation de mort imminente, idée suicidaire, dissolution de l'identification. Alors c'est intéressant parce que ça s'est produit au domicile de sa mère, et Lacan, je vais y revenir, dit quelque chose là-dessus. Ça a été une sorte de dissolution de l'identification par laquelle il avait assumé le désir de la mère jusque-là. Et Lacan, dans une question préliminaire à toute psychose, dit « Faute de pouvoir être le phallus qui manque à la mère, il lui reste la solution d'être la femme qui manque aux hommes. » Bon, donc énorme déréliction de ce brave président Schreber, mais heureusement pour lui, en tout cas, la situation, en dialectique clinique, on va dire ça, la situation va se retourner. Parce que il se sentait un cadavre lépreux, il était l'origine d'un complot, paranoïa, qui a pour but de le livrer à Fléching, qui sera son médecin, et à Dieu, qui va se livrer à des abus sexuels, il sera abandonné à la putréfaction, meurtre d'âme, il sera une putain féminine, la putain de Dieu. Voilà. Avec évidemment la menace d'éviration, donc castration dans le réel. Ce que Lacan va isoler comme mort du sujet dans son séminaire, non, dans une question préliminaire, c'est pas souvent séminaire sur la psychose. Schreber, lui, parle du meurtre d'âme ou du rapt d'âme. Il se sentait un cadavre lépreux. Voilà, c'est pas mal. Hein. Tout d'un coup, renversement, la connexion avec Dieu se rétablit, la volupté féminine revient, et lui consent finalement à l'éviration, à cette position de femme. Voilà. Le monde et lui-même se revitalisent. Et on assiste au passage du refus outragé à une sorte de pousse à la femme, j'en parlerai plus tard, c'est-à-dire d'aller vers son destin de femme, son destin voluptueux, voilà, fécondé par des rayons divins, voilà. Donc, avec une volupté sans limite, asymptotique. Et pour se maintenir quand même, il devait aller tous les jours devant son miroir, il témoignait qu'il était une vraie femme. Il a écrit ce texte à la fois, je dirais, pathétique, comique, admirable, courageux. Enfin bon, on peut voir, en tout cas Freud n'a pas loupé le truc, et il s'en est abondamment servi. Donc qu'est-ce que Lacan a dit? Parce que, bon, ça c'était... Lacan, il a parlé du transsexualisme à trois occurrences. D'abord, le 20 janvier 1971, dans un discours qui ne serait pas du semblant, Lacan a conseillé à ses auditeurs la lecture du livre de Stoller, Sex and Gender, qui était le premier livre d'un psychanalyste, c'était en 1968, un psychanalyste américain, sur le transsexualisme. Il affirme que le livre est intéressant, que le transsexualisme est un sujet important,
et que les cas présentés sont très bien observés, mais, alors c'est ça, il remarque surtout que l'auteur n'a pas à sa disposition d'appareil dialectique qui lui permettrait de traiter les questions posées par ces cas, et qu'en conséquence, il rencontre les plus grandes difficultés pour les expliquer. Et tout ça parce que Stoller ignore la forclusion lacanienne. Et Lacan s'étonne que la face psychotique de ces cas ait été complètement éludée. Voilà. Donc, la forclusion lacanienne, je cite, ne lui est jamais parvenue aux oreilles, ce qui explique tout de suite et très aisément la forme de ces cas. Alors brièvement, dans Ou pire, Lacan parle un peu aussi du transsexualisme. Je cite, c'est en 71, donc c'est toujours dans les mêmes années. Hein, Lacan souligne que pour accéder à l'autre sexe, il faut réellement payer le prix, celui de la petite différence qui passe trompeusement au réel par l'intermédiaire de l'organe. C'est en tant que signifiant que le transsexualisme n'en veut pas, et non pas en tant qu'organe. Et Lacan finit par noter l'erreur commune qui ne voit pas que le signifiant c'est la jouissance et que le phallus n'en est que le signifié. Le transsexualisme ne veut plus être signifié phallus par le discours sexuel qui, je l'énonce, est impossible. Enfin, dans L'étourdi, c'est là qu'il va forger ce terme de pousse à la femme. Voilà. Et L'étourdi, c'est pareil, c'est 1972, donc on est dans les mêmes années. Dans ce texte de 72, Lacan fait un pas de plus. Il va faire un pas de plus, il parle des 30 heures logiques de la sexuation. Et surtout, pousse à la femme, il va le qualifier de forçage sardonique. Que je trouve assez vrai, assez drôle. Il faut rappeler que cet adjectif vient du nom d'une racine qui était, en provenant de Sardaigne, l'herba sardona, dont l'ingestion est toxique, on va retrouver en cours de Madame Bovary d'ailleurs, et provoque un rictus. Si ce rictus tient donc plus de la grimace que du sourire, c'est qu'il est l'indice de l'approche du trou dans le symbolique, lorsque plus rien ne le voile. Ça apparaît à ce trou que les sujets psychotiques, parfois effectivement jusqu'à incarner cette figure d'exception qui peut se spécifier d'être la femme qui n'existe pas. Donc, je vais un peu développer, en gros, la structure logique et clinique. J'ai essayé de faire le plus vite possible, le plus synthétique possible, mais c'est pas toujours facile. Mais je vais, bon, voilà. Tel que sur tous les travaux de Marcel Tchermak, vous savez qu'à Lali, en 19... Oulala, ça remonte il y a 20 ans, il y a eu toutes des journées sur le transsexualisme, il y a eu 2 tomes, j'ai pas ingurgité les 2 tomes, mais ça a été mis au pilon, que personne ne voulait en parler. Tchermak en parle quand même dans pas mal de ses... dans Patronymie, et il y a un séminaire de mêlement Lacan contre Freud, de 1996 à Henri Roussel, où il y a une discussion entre Mêlement et Tchermak. Voilà, et après je finirai, parce que je ne vais pas me cantonner seulement à Lali, j'ai compris que vous n'aimez pas tellement les maîtres ici, donc je vais essayer de diversifier mes sources pour la fin. Voilà, il y a quand même ça fait débat, mais en tout cas, le pouce à la femme et le transsexualisme serait une sorte de paradigme de la psychose, comme Cotard pourrait l'être. Donc quelques remarques comme ça. Pour le psychotique, enfin, et j'ai fait un beau lapsus pour le transsexuel surtout, il n'y a pas de possibilité pour lui d'avoir quelque latitude que ce soit par rapport au phallus, auquel il n'a aucun accès. La métaphore symbolique n'a pas été mise en place, il n'y a pas de reconnaissance du signifiant paternel. Le symbolique est fleur clos, déni du phallus, on est dans un Verfung, c'est-à-dire la forclusion. Faute de pouvoir se situer par rapport au phallus symbolique, il ne reste alors comme possibilité que de se définir par rapport à l'imaginaire et d'essayer de s'en débrouiller. Et c'est pour s'en arranger qu'il essaye, en réglant son compte à l'organe, que ce soit par un traitement hormonal ou par carrément une intervention chirurgicale, c'est-à-dire l'éviration, de mettre en place un rapport imaginaire qui tente de se substituer au rapport symbolique impossible.
c'est la fameuse tentative erronée, selon Kiermak, qui n'assure rien, puisque, comme le disait Lacan, ce que je rappelais là, l'erreur du transsexuel est de prendre l'organe pour un signifiant. Alors, le transsexuel, il a la conviction d'appartenir. Il a pas en même temps, c'est ça qui est intéressant. Il sait qu'il est une femme, mais en même temps, il sait aussi qu'il est un homme. Il n'y a pas d'hallucination négative. Il sait en effet très bien dire et reconnaître de quel côté son anatomie l'a rangé. Mais sa difficulté est d'être affronté au fait qu'il ne saurait en aucun cas y avoir une adéquation garantie entre anatomie et sexuation. C'est le propre du phénomène transsexuel d'être quelque chose qui s'impose, qui concerne le plus intime de son être, qui ne laisse nulle latitude ni possible choix à l'instar des manifestations hallucinatoires. Ça s'impose sans dialectisation possible. Ce que Mellman va reprendre, et ça aussi, c'est-à-dire, ce qui est éminemment pathologique, c'est sa conviction. Il y a la conviction, lui, qu'il est cela ou cela. Mellman continue, dans la mesure où le phénomène de la conviction passe toujours obligatoirement par cette référence à l'instance phallique, où il va apparaître de façon très claire que c'est là pour lui la seule façon d'assurer ce que j'ai pu appeler un point fixe, la seule façon de se tenir à la représentation qu'il a donnée et à la seule manière de faire valoir son appartenance à l'humanité. C'est une conviction inébranlable. La mettre en cause, ce serait l'équivalent d'une condamnation à mort. Donc, conviction dans son mécanisme délirante. Il y a quelque chose de, comme disait Schreber, de subjectivement certain chez lui. Il se sent subjectivement certain. C'est une certitude, ça ne se discute pas. Du fait de cette particularité dans sa structure, le transsexuel, qui se constate imaginairement imparfait, comme Schreber, ombre d'homme bâclé à la 6-4-2, et à la base, serait même plutôt à la base logé à l'enseigne de l'ordure, du déchet. Ce qu'il demande et ce qu'il revendique n'est pas tant d'appartenir à l'autre sexe que de devenir enfin la vraie femme, pas barrée, par rapport à ce que Lacan et la femme avaient barré. C'est-à-dire non pas de pouvoir trouver sa place au logis du côté de la mascarade phallique dans son versant féminin, qui serait une position perverse, mais d'être celui qui, enfin, parfaitement accompli, ayant enfin trouvé l'unité, ferait advenir une nouvelle lignée affranchie de toutes ses contingences. Donc le fantasme des libérations impose à Schreber, par exemple, de reconstruire une nouvelle réalité délirante dans laquelle, comme je l'ai dit, faute de poils de phallus qui manque à la mère, il ne resterait plus que la solution d'être la femme qui manque aux hommes. Mais la femme ultime, la moins une, il y a le moins un, le père de la horde, là, ça serait la moins une. C'est un stade de stabilisation pacifié. Lorsqu'une fois quitté la clinique du professeur Fleisching, il éprouve néanmoins, donc il doit quand même il y a une sorte de réassurance, il y a une précarité imaginaire, parce que Schreber, il éprouvait quand même la nécessité de passer chaque jour quelques moments devant un miroir, paré d'atours féminins. Voilà. Donc le délire, comme dit Freud, est une tentative de guérison. Il n'est pas néanmoins la guérison. Et ça, c'est une question à voir aussi, car la métaphore délirante, par laquelle l'imaginaire vient de tenter de pallier le défaut radical du symbolique, est par définition marquée d'instabilité. Schreber qui va s'assurer tous les jours qu'il est bien une femme. Donc il faut donc que ce travail soit poursuivi sans relâche. Ces demandes d'intervention chirurgicale, fréquentes chez tous les sujets transsexuels, sont à mettre sous le titre de ce que Freud appelait les manifestations hypochondriaques présentes dans toute psychose. C'est ainsi que Lacan pouvait affirmer que pour le psychotique, c'est le corps propre qui a toute son importance. Et ça se vérifie bien, vraiment chez le transsexuel.
En même temps, c'est une exigence pétrifiée, adressée à un médecin posé comme non barré, tout puissant, visant à produire, ça aussi c'est important, le franchissement du fantasme du phallus à la beauté, menant à la pente asymptotique vers la femme. Je finis juste parce que la femme, c'est un des noms du père. Je trouve ça intéressant dans cette histoire. Ouais. Et la question du phallus, parce que là-dedans, le phallus ne joue... dans la signification du phallus, Lacan dit que le phallus ne jouait son rôle que voilé. C'est un au-delà, avec comme conséquence que le pervers, par exemple, met son imperméable en caoutchouc, il montre, il referme, et vous vous demandez si vous n'avez pas rêvé. Le fétichisme pour le phallus n'est pas derrière le voile, il vous prend sa trique et puis hop, il est incarné, positivisé. Tandis que pour le transsexuel, il n'y a pas d'au-delà du voile. Sa jouissance est devenue une jouissance cutanée d'enveloppe. Jean-Jacques Tissler appelle une jouissance d'enveloppe. C'est-à-dire que le corps lui-même, sa peau, sa manière, on va dire son déguisement, ses atours, eux-mêmes sont un objet petit a. C'est sur la question du désir, voilà. Oui, la question du désir. Mais bon, alors justement, j'ai juste une question. Alors en fait, bon, là tu places, et je sais pourquoi, le transsexualisme du côté de la psychose, mais il y a d'autres courants qui le mettent du côté de la perversion. Perversion, oui, mais là non, justement, je viens de dire que c'est pas forcément de la perversion. Mais peut-être que moi les travestis peuvent être du côté de la perversion, mais les transsexuels, les vrais, j'allais dire, ceux qui sont pas... Ceux qui font pas semblant. Ceux qui font pas semblant. Et là, ils vont au bout. Les vrais hommes, les vraies femmes. Alors moi, Vous parlez que des transsexuels hommes. Oui, là je parle plus à la femme, donc du CODEA. Voilà. Alors, les vrais hommes, les vraies femmes, moi je propose de donner la parole à une très grande femme, et Delia va nous faire... Ah ben si, c'était Delia, c'était toi après. Non, c'est Joe. Ah, c'est Joe. Ah, des hommes. Des hommes. Alors, les vrais hommes. Joe va nous parler des vrais hommes. Où sont les hommes? Où sont les vrais hommes? Voilà. Bon. Nous avons les trans, les femmes, maintenant les vrais hommes. Bon, j'espère que je vais être entendu au fond de la salle parce que je ne sais pas pousser la voix. J'ai été élevé pour ne pas parler fort parce que c'est mal élevé. Bon, le peu de choses que j'ai à vous dire, d'abord je vous remercie de votre indulgence parce que par rapport à le tableau a été pulvérisé, je veux dire, ils sont allés très loin. Moi je suis dans un propos freudien, extrêmement plan-plan, et je vais ouvrir quelques portes qui sont déjà largement ouvertes, mais je ne suis pas si sûr de ça. Dans les mouvements féministes, et notamment le MeToo et ce qui a suivi, le woke, etc., que tu as épinglé tout à l'heure, mais il s'agit de voir quand même... Je l'ai épinglé comme symptôme, c'est tout ce que j'ai... Tu l'as épinglé comme symptôme et à juste titre, parce que je suis d'accord avec toi. Quand tu m'as demandé comment j'allais intituler le propos, je t'ai dit si l'homme a un avenir. Effectivement, si vous regardez les chiffres et le bruit médiatique, c'est pas tout à fait la même chanson. Devreux disait que, et c'est pas le seul, qu'une société qui produit plus de 5% de pathologie est en train de s'effondrer. Empire romain, vous regardez ça à travers les âges. Si on regarde les chiffres, on est déjà totalement effondré. 10% des Français ont une atteinte incestueuse, ça fait du monde sur les 44 millions d'adultes. Rendez-vous compte. Vous pouvez regarder les chiffres, c'est effarant. Ça colle pas. Ça colle pas. Pourtant, la natalité, ça continue. Les gens n'ont pas l'air d'être aussi totalement déboussolés. Donc, l'objet de mon intervention, c'était d'aller voir un peu plus près de quoi était faite la surdité des hommes à la plainte féminine. J'ai essayé de voir de ce côté-là. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais enfin, il y a deux traits qui spécifient ces mouvements idéologiques. C'est pour ça que tu as raison de parler de symptômes.
Le premier, c'est empêcher l'autre de parler. Tu n'as pas le droit à la parole. Hein? Pour moi, je le situe du côté de ce qu'un Arménien va dire à un Turc que je vais t'assassiner parce que ton grand-père a tué mon grand-père. Ça ne s'est pas inscrit. Et quand ça ne s'est pas inscrit, eh ben, ça produit... hein, c'est du retranché, c'est pas du refoulé. Hein, on est dans exactement, on est dans le traumatique. Et le deuxième trait qui spécifie ces mouvements et qui ne manque pas d'étonner, c'est le révisionnisme historique. On a le droit de revoir l'histoire à la lumière des valeurs de maintenant. Et d'ailleurs, il n'y a pas de doute. Hein, Gauguin est un pédophile, Napoléon est une ordure, etc., etc., etc. Il n'y a pas de doute. Mais s'il n'y a pas de doute, où est la pensée? Comment peut-on encore penser s'il n'y a plus aucun doute? Ça mérite de s'y arrêter. Ça n'a rien de stupéfiant. Hein. Les Égyptiens de l'Antiquité martelaient les cartouches du pharaon une fois qu'il était déchu. On empêchait chez Staline ou chez... Hein, il n'était pas question d'avoir le moindre doute, etc. Donc c'est des airs connus, mais ça surprend quand même. Il y a une aspérité surprenante dont on se demande d'où elle perche. Ce que tu dis, c'est ça, c'est la pensée totalitaire, en fait. C'est pas n'importe quelle pensée totalitaire. C'en est une. Elle a une aspérité qui est quand même bizarre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, moi ça me paraît curieux. Quoi. On pourrait tenter de l'élucider. Mais enfin, ça fait symptôme, manifestement. Et de quoi est-ce que ça fait symptôme? J'ai essayé de remonter le fil très bêtement et très scolairement, à savoir l'accès à la différence des sexes. Qu'est-ce qui souffre et qu'est-ce qui jouit dans cette affaire-là? Je suis obligé de reprendre mon petit bonhomme de chemin pour vous asséner le parcours, à savoir, si vous partez du principe que l'excitation génitale de la copulation est assise sur l'excitation des organes génitaux, vous êtes dans la sexologie, on n'est plus dans la psychanalyse. Il faut bien admettre avec Freud que l'excitation génitale, elle se construit à partir des pulsions partielles. Orale, sadique, oblative, anale, etc., etc. Enfin, sans oublier l'olfactif, sans oublier tout ce flux de pulsions partielles qui culmine dans le château d'eau du phallique. Il y a cette étape dans la construction qui fait qu'on rencontre tous à ce moment précis l'horreur de la castration. Et toute l'affaire, c'est comment s'opère le passage vers le génital. Parce qu'il y a peu de choses, on a très peu de choses là-dessus. Tous autant qu'on est dans cette pièce, on a dû se démerder. Papa, maman, ils n'étaient pas là pour nous expliquer. On ne l'a pas eu, ça, notre génération. Il paraît que ça s'arrange, je viens l'admettre. Mais enfin, reprenons le fil. La petite fille constate la différence. Elle est dans ce moment phallique, trouée, être trouée. Horreur de cette jouissance, angoisse de castration. Comme le disait Jacques Lassoum très bien, si cette petite fille a la chance de se tourner vers le couple parental, vers le corps de sa mère, pour s'apercevoir que comme elle, il n'y a pas, mais que ce corps maternel, il est l'objet de désir, d'invocation et d'amour. Elle a déjà mis un pied dans la bonne direction. Après ça, si elle pique des colères noires, comme disait Madame Collodin, et qu'elle a la chance de rencontrer une analyste qui écoute, et qu'elle lui dit, mais tu as ce qu'il faut, les garçons c'est comme ça, ils l'ont dehors, nous on l'a dedans, enfin les filles l'ont dedans, tu as ce qu'il faut, alors, ça t'appartient, c'est à toi, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux et vivre ta vie. Voilà, la colère s'éteint. La rage du pénis, elle était là quand même, c'est pas de la fiction. Du côté du petit garçon, c'est une autre affaire. Le petit garçon, je cite encore Jacques Lassoum,
il n'a pas tellement de raison de se poser de questions, si ce n'est que l'angoisse le taraude. Mais s'il reste le nez fixé sur sa bite, il a toutes les chances de mourir idiot. Et c'est ce qui arrive à 90% de l'humanité masculine, excusez-moi. C'est de ça qu'il retourne. Parce que tous les petits garçons n'ont pas la chance, comme la petite fille, de se tourner et de se questionner ce qui se passe en face, et d'avoir un père et une mère, parce que ça pourrait être le père tout seul ou la mère toute seule, ou les deux ensemble, qui vont lui dire, enfin le père va lui dire, je suis un garçon, tu es un garçon comme moi, tu vas grandir, tu vas devenir un homme comme moi, tu as ce qu'il faut. Hein, mais sauf que c'est pas une épée, tu vas pas trancher, tu vas pas trouer. Ton bâton de maréchal, il est merveilleux, mais il n'est pas complet. Il te faut le fourreau. Et le fourreau, c'est les filles qui l'ont. T'es pas tout. Bon. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont la chance de rencontrer un discours paternel comme celui-là. Alors ils vont s'agripper aux branches, sur les observations, sur... Et il y a un point que j'ai oublié de signaler en cours de route, c'est que tout le prégénital, il y a une efflorescence phénoménale de théories sexuelles infantiles qui se trouvent où? Dans la mythologie. Toutes les cosmogonies, c'est que ça. Zeus avale celle qu'il a mise enceinte, Métis, la déesse de l'intelligence, je ne sais pas comment il a fait pour la séduire. Elle est enceinte d'Athéna, il l'avale, elle se porte très bien dans le ventre de Zeus, elle accouche d'Athéna, Athéna remonte la moelle épinière, parce que pour les Grecs, le sperme et la matière blanche, c'est la même chose, et Zeus a un mal de crâne épouvantable, il faut que Héphaïstos vienne lui fendre le crâne pour qu'elle sorte, et elle sort toute armée, en poussant un hurlement terrifiant. Théorie sexuelle infantile. On en a plein les mythes. Je ne sais pas pourquoi Freud n'a pas fait le raccord dans son papier sur la différence des sexes. J'en arrive simplement à ce constat qu'on passe notre temps à faire comme si tout le monde s'était raccroché aux branches, était entré dans l'Édipe, avait liquidé l'Édipe et vivait une forme de... Je parle pas de normalité, je veux dire que l'acte génital, c'est toujours et encore le mimodrame triomphant contre l'angoisse de castration. Ce n'est pas que ça, parce qu'après ça s'arrange, il y a de la parole, puis ça se tisse autrement, on en sort. Mais enfin, ça reste ça. Et rendez-vous compte de la masse phénoménale de gens qui n'y ont pas eu accès et comment ils se démerdent. Alors, étonnez-vous qu'il y ait de la surdité du côté du masculin, mais pas que. Pas que. Du côté du féminin, c'est souvent pas brillant non plus. Ce que j'avais envie de vous dire. Il y a un dernier point sur lequel je veux m'arrêter, et ce sera le mot de la fin pour moi en tout cas, c'est la question de la jouissance. Il y a cette question de la jouissance telle qu'elle est employée par Lacan et par les lacaniens a fini par devenir synonyme de trop de jouissance tout le temps. On ne se prend même plus la peine de parler de jouissance sans signifier du trop de jouissance. Mais de la jouissance, Dieu merci, on y a accès quand même. Faut pas déconner. Bon. Alors, oui, quand il s'agit de jouissance, vous pouvez être sûr que ce qui est convoqué, c'est le masochisme moral. Qu'on soit garçon ou fille, si vous ne cédez pas une emprise à un objet réel sur vous, vous n'êtes pas près de l'approcher de la jouissance. Vous serez dans le plaisir. Hein, un homme qui pénètre une femme, s'il ne se laisse pas défaire par sa conquête, ne pourra pas jouir. Et pour une femme, on en est exactement au même point. Pourquoi employer le terme masochisme? Il ne faut pas dire lâcher prise. C'est pas du lâcher prise. C'est être défait par son vainqueur. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu dans l'histoire. Dans le fantasme, la tragédie, c'est que ce fantasme, il est exporté pour fabriquer ce que le patriarcat en a fait, mais c'est pas que le patriarcat, c'est la société industrielle aussi. Hein, le patriarcat a peut-être fourni une base, mais après, c'est la société industrielle qui nous fabrique ce merdier. Le patriarcat, il a duré des millénaires, il n'a jamais produit ça.
Parce que si vous prenez tout le registre de la chanson, de la poésie, du Moyen-Orient jusqu'en Perse, jusqu'en Chine, il n'est question que de souffrir de l'amour. Ça souffre, donc ça jouit. Masochisme moral. Une femme ne peut jouir que si elle s'est trouvée un amant de jouissance, un vainqueur, qui va l'emmener plus loin que ce qu'elle imaginait ou espérait aller avec son père. C'est ce qu'on lui souhaite. Donc, voilà, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est juste de revenir à la réalité de la pathologie de tout un chacun, sans aller dans des extrêmes psychotiques que vous avez brillamment traversés. Mais bon, voilà. Dans toutes ces formules, en fait, on cherche à se retrouver. Il n'y a pas forcément être l'avenir l'un de l'autre, ça met dans une dissymétrie. Moi, je dirais qu'au fond, finalement, le plus important pour tous, que ça soit masculin ou féminin, les femmes ou les hommes, c'est la question du féminin. Alors, le féminin tel qu'on entend en psychanalyse, c'est-à-dire au-delà du phallus, justement. Ce qui permettrait, je pense, d'améliorer toutes les questions concernant l'amour et peut-être même le désir. C'est dans cette zone-là que ça m'intéresse, en fait. Comme issue possible, en fait. Une issue possible, c'est la serait question le du féminin. Oui. Pour les deux, au sens que, justement, au-delà du phallus, ça concerne... Donc ça serait le féminin tel l'avenir de l'homme. C'est voilà, plutôt cette phrase, oui, j'y avais pensé aussi dans le... Bien sûr. Et si on contextualise, cette phrase-là était en fait, c'était plus social, c'était la condition en fait des femmes, les conditions sociales des femmes en fait. Oui. Ouais. Moi, je pense plutôt qu'on est dans une période en fait où on cherche de nouveaux paradigmes en fait. Oui. Les choses sont à réinventer. Enfin, ça c'est un peu la phrase rimbaldienne de c'est à réinventer en fait. Qu'est-ce que c'est que ce féminin masculin? On est vraiment dans cette zone où un changement de paradigme. Moi, je pense que c'est plus une rupture épistémologique radicale. C'est dans ce moment-là qu'il y a un moment de trouble en fait. Oui, Où justement, donc je trouve qu'il y a des femmes qui pensent justement autrement, c'est penser le féminin pas d'après le phallus, enfin sortir de le penser radicalement différemment, enfin c'est tout le travail sur lesquels pas facile. Pas facile, non, qui peut aussi avoir ses impasses, mais en même temps je trouve que là il y a des choses intéressantes et on est vraiment j'allais dire dans des portes ouvertes incroyables sur justement qu'est-ce que sera demain. Je pense que le féminin, le masculin tel que il sera vécu, pensé, intégré, réinventé dans les futures générations, n'aura plus rien à voir avec ce que nous... Mais ça se questionne aussi ce changement de paradigme, parce que j'ai l'impression que c'est un peu pessimiste, parce que on parlait de transsexuel ça a toujours existé, transsexuel depuis la nuit des temps. Oui, mais c'était moins... maintenant, on a psychiatrisé, ça a été psychiatrisé à un moment donné, mais ça a été pathologisé. Ça a toujours existé, l'homosexualité, la transsexualité. Oui, mais ça vient dans un contexte. En fait, on ne peut pas, justement, vous parler de l'essor des... Moi, je pense qu'il faut le repenser dans un contexte, et c'est quand même celui, justement, de toutes les mutations génétiques, chirurgicales, enfin, tout ce qu'on peut faire. Donc, ça s'étend partout. Enfin, quand on voyait le nom de la chirurgie esthétique, on va vers le monstrueux. Enfin, il n'y a pas besoin d'être... Le corps monstrueux, il n'est pas que... essentiel aujourd'hui. Oui. Et la question de l'identité. Et la sexualité. Le sexuel n'est pas très présent. La sexualité, c'est pas le sujet. Non, mais non. Aujourd'hui, le sujet, c'est le monstrueux. Le corps, qui peut aller vers le monstrueux. Mais c'est la question du corps. Alors le corps transformé, le corps, oui, bien sûr. Standardisé, est-ce que c'est pas... Oui, normé, bien sûr, déformé, enfin, dans son réel. La chirurgie. Dans son réel. Il me semble qu'il y a une autre chose qui nécessite le changement de paradigme. C'est qu'on est dans une époque, ça me choque toujours, où on juge les paroles. Les quoi? Les paroles. On juge les paroles. C'est-à-dire qu'on ne dit pas je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, on dit c'est pas bien. On dit je suis pour, je suis contre. On dit quoi? On dit ce n'est pas bien. Ah, ce n'est pas bien. De dire ça. Et que ça, c'est une attaque justement au féminin de chacun.
dont on parle, le féminin, aussi bien des hommes que des femmes, c'est-à-dire ce qui est en train d'émerger du réel et qui n'est pas forcément très intégré dans le symbolique, hein, qui est, voilà. Et ça je veux dire, ça met une ambiance qui pousse vers le conflit, vers ce que vous disiez, c'est-à-dire l'espace de la jouissance, et pas seulement le symbolique. C'est très... Ben oui. Oui, non, mais c'est retrouver peut-être justement l'intégration, enfin cette capacité d'intégration, c'est aussi la capacité à être dans la nuance en fait, et dans l'ouverture. Et on voit très... Là, on est vraiment dans les clivages et dans des oppositions, enfin, on sent une radicalisation dans le discours ambiant en fait. Il y a de moins en moins de possibilités d'espace de dialogue, en fait. Il y a des affirmations, et ça on le sent, on le sent à peu près partout, ne serait-ce que dans l'espace médiatique, c'est un bon exemple, en fait. Avec le principe d'accélération et le principe de facilité, on ne vit plus dans le principe de réalité, on est dans le principe de facilité. C'est-à-dire que l'extraordinaire déversoir pulsionnel que permettent ces interfaces et ces machines, ça change le régime du vécu. Oui, bien sûr. Ça nous rend... Il n'y a plus de manque, l'objet il est à portée de main. Et puis ça nous rend idiots aussi, hein. Ça nous rend complètement idiots. C'est un peu comme Pinocchio avec les oreilles d'âne qui nous poussent sur la tête. Hein. La jouissance de l'idiot, la masturbation. Ouais, c'est ça, ça nous rend complètement idiots. Ou chèvre, parfois avec l'informatique, quand ça marche pas, on devient complètement chèvre. Ça nous rend complètement idiots. Enfin, on peut espérer que les poètes nous viendront à la rescousse. Et les artistes en aide. Bah oui, parce qu'il n'y a plus que ça. Hein. Le seul vrai, le plus grand réaliste, c'est le grand poète. Quand c'est un grand poète, il n'y a plus de secours à attendre que de ce côté-là. Non, mais il faut aussi espérer que les jeunes auront suffisamment d'imagination et de créativité pour trouver dans tout ça. C'est un moment de mutation, donc c'est exagéré. Donc je pense que dans tout ça, ils vont essayer de trouver du vivable, quoi, du vivant. Mais ça va venir de chez Je nous. pense que ça viendra. Mais pour nous, je ne sais pas si on Bah, verra. nous, pour nous, c'est compliqué, mais je pense que pour les jeunes générations, ça sera peut-être plus facile. Il faut espérer Pour nous, que pour eux, ça soit plus... Comment interprétez-vous en ce moment cette floraison de films et de livres d'ailleurs, très autobiographiques? Il y a comme un retour sur l'enfance et sur l'histoire de chacun. Vous voulez dire en littérature? Oui, au cinéma. Il vient d'y avoir 4 films. Spielberg. Les gens se racontent. C'est ce qui fait pièce à la folie d'identité. Parce que dès que vous entrez dans la narration d'une histoire, là, vous savez ce que c'est que l'identité. C'est plus l'étiquette. Justement, il y en a. C'est d'en sortir. Bah oui. Il y en a plein. Oui, il y en a. Mais heureusement. Parmi les poètes, peut-être pas, mais les créateurs en cinéma et en littérature, par exemple, oui, ils sont là-dedans. C'est pas. Et après tout. Parce qu'ils éprouvent de plein fouet la folie de l'enfermement identitaire. Et puis ça fonctionne, oui, non, c'est vrai. Montre que c'est encore possible, justement. Je peux me permettre d'intervenir, je lève la main, parce que je suis plutôt dans des cercles militants, dans les cercles militants, on lève la main pour prendre la parole. Je me permets d'intervenir maintenant, parce que du coup, je suis artiste, donc je me sens concernée par ce que vous dites, et c'est aussi pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit aujourd'hui, on peut dire que Gauguin est un pédophile, que Napoléon est un... Je ne sais plus quoi, mais c'était pas très positif. Voilà, un salopard. J'ai écrit salopard, mais c'était peut-être ordure. Et vous dites, il n'y a pas de doute. Et ça m'a... Enfin, ok. Mais ça m'a aussi fait penser que c'est remettre en question, donc en doute, le fait que Gauguin est un génie, ou même Napoléon. Parce que moi, quand j'étais petite, on avait visité les Invalides avec ma classe, et je me souviens que le guide conférencier nous disait que Napoléon était un génie, un stratège de génie, par exemple. Et ça, je trouve ça très intéressant de remettre en question la notion de génie, et ça répond à votre question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les artistes se saisissent de leur histoire personnelle pour raconter le monde et le monde politique, alors on va au-delà de la question du génie, qui est très en lien avec évidemment la question du patriarcat et du capitalisme que vous avez plusieurs fois évoqué, madame, comme étant
une sorte de virus, et je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas quelque chose de très néfaste. Ça s'appelle thanatocapitalisme. Pardon? Thanatocapitalisme. Oui. Voilà, ça c'est des choses que je comprends pas forcément, mais en tout cas vous m'avez compris, et ça la mort. c'est essentiel. C'est la mort. Et je trouvais intéressant, un peu plus tard dans les conversations, d'entendre comprendre le passage vers le génital, et là de nouveau le mot génie qui m'est apparu. Voilà, Bah oui, le génie, il est dans le génital. Salut. Je me permets de prendre la parole en tant qu'artiste pour vous livrer ça. Le génital, on ne peut pas le sublimer, il est déjà génial. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est belle. Vive le génital, la génitalité. Ouais. C'est pas mal. Voilà. On va dire. Merci beaucoup. On va vite aller vers le champagne. Et puis, oui.